Bienvenue dans la Voie des sommets. Avec Virginie et Suzanne, on part à la recherche de l'authentique, du vrai. Des histoires de vie, des déclics, des transformations profondes. Parce que changer, ça commence toujours par une rencontre, une parole, une prise de conscience. Ici, on écoute avec le cœur, on parle sans masque et on avance ensemble. La Voie des sommets, l'écho de ceux qui osent. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Cesseroff qui est avec nous dans nos studios. Oui, et donc, enchanté. je vais te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites, de façon à ce que nos auditeurs et les gens qui nous regardent puissent savoir qui tu es. Alors, Nicolas Cesseroff, j'ai 36 ans, je suis originaire de région parisienne, ancien ingénieur, et maintenant je suis à mon compte, photographe et vidéaste, mais aussi dans tout ce qui va être, on va dire, transition numérique, on va dire. J'aide des entreprises, en fait, sur la transition digitale, donc sur de l'accompagnement type réseaux sociaux, du site web, un peu de conseils, voilà. De manière générale, en fait, on va dire. C'est-à-dire que j'ai commencé ce métier-là, Facebook venait juste de commencer, Instagram, ça existait quasiment pas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai grandi un peu avec tout ça, ne serait-ce que sur de la photo, de la vidéo, mais finalement aussi plus largement les réseaux sociaux, le web, et aujourd'hui de l'intelligence artificielle, puisque ça devient vraiment un sujet, on va dire, à part entière, et qu'il faut qu'on maîtrise. Voilà. Et on peut dire, tu fais beaucoup de choses pour les arts en tant que vidéographe, photographe, pour le free-ski, pour l'office du tourisme, pour tout ça. Tout ça, hein. En fait, c'est venu vraiment naturellement, dans le sens où, je sais plus si je l'ai dit, je suis ingénieur en fait de base, mais à la fois j'avais un parcours, on va dire, sportif, c'est-à-dire que je faisais du vélo à peu près un peu à un niveau, on va dire, correct, et ce qui me passionnait le plus dans le vélo, c'était de me faire mes petits edits, en fait, vidéos et photos de vélo. J'avais toujours ma petite patte, mes petits scénarios, on va dire, qui me faisaient rire. Et en fait, au fur et à mesure, j'arrivais à gratter des sponsors, hein, j'arrivais à gratter des petits contrats à gauche, à droite, et par passion, je venais là l'été pour faire du vélo. Pendant mon parcours ingénieur, une fois que j'ai terminé mes études, en fait, vu que j'avais fait toujours tout droit dans ma vie, je me suis dit, tiens, je vais me mettre une petite année sympathique, on va dire. Donc, maintenant qu'on appelle ça une année de césure. Voilà, tu vois, parce qu'elle est l'année de césure. Elle est longue, cette année. Elle dure plus que 365 jours. Et en fait, cette année de césure, je suis venu, j'ai fait mes petites vidéos, tout ça. Et ça m'a rapporté des contrats ici, mais c'est surtout que typiquement il y a l'ESF, Guillaume Philipport à l'époque, qui m'a dit ah mais Nico, tu fais des petites vidéos comme ça, ça te dirait pas de venir faire une petite descente au flambeau avec nous? Et puis oui, écoute, je me suis greffé. Pour moi c'était génial, parce que venant de Paris, être dans une descente au lambeau, maintenant comme j'appelle ça, c'était génial quoi. J'ai découvert de l'intérieur un univers que je m'attendais pas. Dis ma vie quoi. Ouais, c'est ça, hein, les rouges au rouge, enfin bref. Et au final, une vidéo en a entraîné une autre. Après c'est l'office du tourisme. Après l'office du tourisme, ça a été encore un autre. Après il y a eu la Free-Ski Academy qui est arrivée. Et voilà. Donc en fait l'été j'arrivais à gérer un petit parcours sportif, avec aussi un petit contrat saisonnier en tant que mécano dans une école de vélo. L'hiver, j'avais des contrats vidéo en fait qui commençaient à devenir de plus en plus. Et puis l'année suivante, j'ai dit yallah, j'en fais mon métier en tant qu'indépendant, entrepreneur, micro-entrepreneur. Voilà. Mais on peut le voir aussi, hein, le petit vidéo sur Insta, ils sont toujours rigolos, ils sont bien faits. C'est bien animé. À l'époque, ça s'appelait le petit single dans la montagne. Voilà, c'était quelque chose qui se trouve que sur Zapix maintenant, encore à l'ancienne. Oh purée, là, ça nous fait prendre des années. Ah là, ouais. Le début de Instagram. Voilà, c'était Zapix à l'époque. Je ne connais même pas. Et puis justement, c'est à ce moment-là aussi où j'avais fait la rencontre d'Enak Gavadio, qui m'avait drivé. On s'était fait une vidéo ensemble où il m'avait expliqué ce qui était pour lui une bonne vidéo. Il m'avait un peu, là, je suis rentré dans l'univers d'Enak. Alors là,
c'est Ouais. encore plus perché que moi là. C'est attention. Ouais. Et au final, avoir fait cette vidéo, bah ça m'a donné en fait l'envie, l'amour du scénario et tout ça. Et Ouais. d'ailleurs, c'est quelque chose que maintenant, avec le recul, j'analyse complètement en me disant, mais en fait, à l'époque, j'avais pas de technique en vidéo, mais j'avais non. toujours des idées créatives et un peu dans la Ouais. touche un peu avec Enax. Pour ça, on s'entendait bien. C'est pour ça qu'avec la Frisky Academy aussi, on Ça est a bien parti, matché, ça a ouais. bien matché. Ouais. Et maintenant que j'ai la technique, je trouve que je me focalise moins sur les scénarios. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que C'est un cycle. c'est un Ouais. cycle, exactement, ouais. Voilà. Bon. Et avant, on va trop tomber parce que c'est tout très intéressant. Parce qu'on est curieuse à le déclic. Et, Ouais. tu as introduit comment tu es venu ici Ouais. en tant que Parisien et d'ici. On va parler de ton premier déclic. Et avant, on va tomber dedans. Je suis curieuse. Tu étais pour quel âge? Tu étais où? Tu étais où dans ta vie? Donc comme ça, on a un peu une image. Ouais. Tu étais où? Avant, on va plonger dans ton déclic. Et bah c'était vraiment pendant mes études, vraiment comme je disais, à partir de, je pense, mes 15 ans, 16 ans, je commençais à Ouais. avoir vraiment, je faisais, comme je disais, beaucoup de vélo. Oui, En parallèle, pendant mes études, j'étais en fait mécanicien cycle à Decathlon. Oui. Et en fait, ce que j'aimais entre les deux, bah, c'était faire de la vidéo et de la photo, créer mes petits scénarios. Et en fait, bah, le fait que je sois mécanicien cycle avec aussi de quoi apporter de la visibilité à une marque, finalement, ça m'a rapporté 2 contrats, enfin surtout un contrat de testeur cycle chez Between. oui. Et en fait, il me filait, on va dire, des prototypes Ouais. et compagnie. Donc moi, côté ingénieur, je leur faisais des retours. Oui. Côté caméraman, vidéaste, avec mes petits scénarios, je leur faisais de la visibilité. Ouais. Et en fait, une fois que je suis arrivé en fait dans mon parcours ingénieur, et bah là j'ai commencé à rentrer, on va dire, dans le dur avec eux, c'est-à-dire à aller bosser au Between Village, Oui. faire mes, on va dire, mes armes en fait d'ingénieur mécanique Ouais. en fait au Between Village. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marqué à ce moment-là, c'est-à-dire que oui, j'aimais bien concevoir, oui, j'aimais bien en fait prototyper des choses et compagnie, mais ce que j'aimais encore plus, c'était l'amour de la com que j'allais faire en fait, c'est-à-dire que j'ai passé presque plus de temps à faire un joli dossier, à faire on va dire une belle mise en forme et tout, Ouais. et je me suis rendu compte que à ce moment-là, si une personne ne communiquait pas bien sur sa problématique, son projet, en fait, ça ne valait rien. Tu as le Donc, meilleur produit du monde, ouais, si tu ne sais pas communiquer, au final, personne ne le saura. un peu comme la voix des sommets, quoi. Ouais. Ouais, non mais non mais Peut-être que tu vas aller après, non? c'est vraiment Mais, quelque chose qui est important. Donc je me suis dit mince, en fait, le côté communication, c'est ultra pertinent parce que voilà, on peut avoir le meilleur produit si on ne sait pas le mettre en avant. Et en fait, c'est là où mes présentations, finalement, je me suis toujours rendu compte, même pendant mon parcours ingénieur, ils nous avaient fait développer une application, machin et tout. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là que finalement, l'application en soi, bah en fait, tout reposait sur une formule mathématique. Donc là, à ce moment-là, moi, j'ai passé plus de temps sur Internet à essayer de trouver dans des forums de maths, machin et tout. Ouais, les gars, vous pouvez m'aider à trouver la formule mathématique. Le but, c'était, allez, on a 10 personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre, il faut créer des binômes entre les deux équipes pour dire on va trouver les meilleurs binômes. Donc en fait, chacun doit noter les 10 personnes en face et vice-versa. Et à la fin, en fait, en fonction des notes, on devait finalement rapprocher ces 2 personnes et pour créer un ensemble de 10 binômes en fait opérationnels. Mais, Ces binômes-là, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il fallait chercher une formule mathématique. Mais ça, pour moi, c'était pas la finalité. Pour moi, la finalité, parce que c'était un logiciel pourri de MATLAB, ça s'appelle. Et en fait, pour moi, c'était de faire une belle mise en forme, sous forme d'application et compagnie, quoi. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, j'avais plus un amour, en fait, du produit fini que de ce qui se passe, en fait, dans les coulisses. Voilà. et donc ça, c'était quand tu as commencé pendant l'étude, donc si je l'ai bien entendu, faire le 15... Non, 18 ans. 18 ans. Là, j'arrive Ouais. vers les 23 ans. Ouais, 23, oui, Quand donc, je à la termine mon fin. diplôme d'ingé. Ouais. Ouais. Et donc le déclic, ça a commencé vraiment quand tu as Senti. senti, ah mais je veux faire cette route,
je veux faire cette semaine. Quelle situation? Ouais, et puis aussi le fait que pendant mes études, bah finalement, j'avais fait à l'époque maths sup, maths spé, école d'ingénieur, enfin tu vois, c'était quand même un rythme pou, sa cadence, et je me suis dit à la fin de mon bac, si jamais je prends une année maintenant, jamais je pourrais me remettre en fait à faire maths sup, maths spé. Maths sup, maths spé, t'enchaînes, tu dis bon, t'as fait le plus dur, maintenant il te reste ton parcours ingé à faire. Et en fait, à la fin de mon parcours ingé, j'ai dit allez, c'est bon, là je me prends une petite année de break. Je connaissais la montagne l'été, je voulais la connaître à l'année en fait. Et donc je me suis dit allez, je vais faire une année, on va dire tranquille. Oui. Mais dans ma tête, en fait, j'étais là, je veux plus retourner derrière un bureau. Donc c'est pour ça que je me suis donné à fond en fait en photo, vidéo, à en faire secrètement en fait dans tous les sens. C'est-à-dire que je passais des heures à faire des vidéos pour moi, certes, mais aussi des projets pour. Il y avait quand même cette intention de se dire, je vais prendre une année sabbatique pour souffler. Et à la ça fois, n'a pas été sabbatique du tout, voilà, en fait. Moi, j'ai cravaché. Et à la fois, tu posais toutes tes bases pour dire, en gros, je me laisse un an, voir si ça prend. Voilà, c'est ça. Un peu ça. Ouais. Ça, c'est un peu secret, je voulais pas trop le dire. Oui, bien sûr. Mais dans ma tête, je veux pas retourner derrière un bureau. Voilà. Oui. Donc, parce que tu as pas aimé être derrière un bureau ou? Ouais, non, si, j'aime bien, mais, je pense que la vie c'est mieux, voilà, c'est mieux ici. Et tu es un vrai Parisien. Versailles, voilà, Versailles, côté de Versailles. C'est un peu pour Oui, voilà, les kangourous, quoi, rambouillés. Oui, parce que finalement, vidéaste, t'es quand même derrière ton ordinateur, mais t'as de la partie c'est ça qui commence aujourd'hui à me peser un peu, hein, parce que vidéaste, aujourd'hui, les gens, ils me voient kiffer sur le terrain, à dire, ah, mais toi, tu labelles et tout. Sauf qu'en fait, ils se rendent pas compte qu'au fur et à mesure, c'est des heures derrière un ordinateur. Des heures d'editing. Alors, au début, l'editing, moi, c'est ce qui me plaisait parce que on est là, en fait, si tu veux, tu prends tous les ingrédients sur un shooting et après, tu dois faire ta recette. Et les recettes, t'en as 15 à faire, quoi. Enfin, ça dépend quel ingrédient tu vas choisir, qu'est-ce que tu veux mettre en avant et tout pour faire des recettes. Et comme je dis, avec 15 ingrédients, tu peux faire un nombre de recettes infini, quoi. C'est ça qui est à la fois magique, mais à la fois, c'est ce qui commence à me peser, en fait, un peu aujourd'hui parce que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a, en fait, en coulisses, hein. C'est vraiment, pour les gens qui ne pensent pas le travail au derrière. C'est par exemple, tu as fait une shooting pour l'Office du tourisme. Voilà. Donc tu as fait une shooting pour un nouveau vidéo de bike park. C'est quoi le travail derrière et aussi en tant que... Alors déjà il y a la grosse partie. Alors maintenant, enfin je vais la jouer carte sur table, hein, parce qu'au début on est là, on kiffe, machin, on fait la photo. Je dis toujours une demi-journée pour 2 jours de boulot en fait en post-prod. Mais en fait derrière tout ça il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Déjà il y a la prise de contact, devis, tout ce qui est la commercialisation, cadrer, écrire la feuille de route, comprendre la demande du client, réfléchir à c'est quoi vraiment son besoin, hein, parce que des fois en fait je me suis rendu compte que les gens ils ne savent pas ce qu'ils veulent, donc c'est à moi de prendre le parti de dire là tu vas un peu trop loin dans qu'est-ce que dans ton idée c'est cool mais ça va coûter très cher, donc en fait des fois est-ce que tu as besoin de ça ou ça, donc c'est vraiment comprendre le besoin, la demande du client, et après déjà orienter la feuille de route et le scénario en fait, la réalisation. Donc ça déjà ça prend quand même pas mal de temps, hein. Donc c'est pour ça que des fois c'est frustrant pour un entrepreneur en fait de devoir passer 2 jours à chiffrer quelque chose, de devoir tout cadrer pour qu'à la fin on fasse t'es trop cher. Tu fais déjà je t'ai pas compté les 2 jours là que je viens de bosser, quoi. Ensuite, il y a toute la partie en fait préparation de la logistique, c'est-à-dire charger les batteries, préparer les cartes SD, s'assurer que le matériel est bon, parce qu'en fait ça c'est des erreurs, on fait tous une fois, on la fait pas 2, mais oublier une carte SD non formatée, la batterie en fait elle est encore sur, elle est encore en train de charger chez moi, on fait comment, je ne sais pas. Donc tout ça en fait c'est quand même une charge mentale en fait qui est ultra importante, que les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire que vraiment cette partie-là elle est stressante en fait, de vraiment avoir le sac parfait prêt la veille, et c'est vraiment un truc qui bouffe beaucoup quand même d'énergie mentale. Après il y a la partie shooting, on va prendre le cas classique d'une demi-journée d'événementiel. Et j'aime bien l'événementiel parce que en fait c'est complètement différent en fait d'un truc studio ou d'un truc scénarisé qui est bien parti, parce qu'en fait l'événementiel dans un truc très cadré, on sait quand on a le shot,
on passe au suivant, au suivant. Sauf que dans l'événementiel, il peut toujours se passer un meilleur shot. Donc en fait, on a tendance à essayer de cadrer tout ce qu'on peut, tout ça. Donc ça, c'est la partie terrain. Donc ça, c'est voilà. Une fois qu'on rentre à la maison, bah faut décharger les cartes SD, faut que trouver de l'espace de stockage, machin, tout ça et tout. Et ensuite derrière, alors moi ça c'est dans mon process, hein, parce que j'ai quand même mon petit côté ingé qui ressort. C'est-à-dire que j'ai tendance à tout dérocher, suivant une certaine nomenclature, renommer tous mes rushs, tous les couper. Vraiment, tu vois, je fonctionne toujours nomenclature, le client, le projet avec l'année, avec quoi j'ai shooté, et ensuite derrière les mots-clés en fait qui vont me permettre de retrouver un shot très rapidement. Merci les codes d'ingénieur. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment. Là, c'est vrai que là, tu te dis bon, à quoi bon faire des études si on arrive. Ouais, non, mais c'est complet, c'est ce qui pourrait. parce que en fait, finalement, là, quoi. j'ai 10 ans de base de données sur les arcs, et là où ça prend son sens, c'est que maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, en fait, maintenant, pour moi, ça devient de plus en plus simple, en fait, de faire des montages, puisque, en fait, l'IA, elle va très bien comprendre, en fait, ma nomenclature et pouvoir retrouver des shots, et au fur et à mesure, l'IA commence à faire du travail de montage. Donc là, moi, là, dans les quelques années, ça va devenir... Ouais, ça va plus. ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Mais ce travail de dérochage, pour moi, il me prend quand même entre 2 et 3 heures, quoi. Donc, juste ça. Et après, faut importer tous les rushs, faut le faire d'une bonne façon si on veut pas que ça plante. Et là, il y a déjà 4 heures, en fait, qui viennent de se passer, juste pour mettre en forme une vidéo. Ouais. Donc, les clients qui te disent, 3 heures plus tard, alors, le montage, tu fais, bah. Parce que c'est marrant, parce que ça, c'est ces métiers, notamment là, cette saison-là, on aborde l'entrepreneuriat, vraiment, sur ce, en particulier, c'est pour ça aussi qu'on voulait t'inviter. Et la micro-entreprise, où en fait, tu peux être très bon dans ton métier. Ouais. Seulement, en fait, t'es pas forcément un très bon commercial. T'es pas forcément un très bon, dans la relation aussi après, pour pouvoir avoir entre guillemets un retour sur investissement, je dirais, je ne sais pas, j'ai pas le mot qui me vient là. C'est ça. Hein. Et en fait, c'est toute cette subtilité là, et puis en plus dans des métiers comme tu dis qui sont un peu fun d'extérieur. Je fais des photos, je fais de l'animation, je suis moniteur de vélo, je suis moniteur de ski. Il y a ce côté un peu, c'est fun, t'es dehors, c'est sympa. C'est cool. Sauf que tout le backup que tu ne vois pas, en fait, qui fait que ça te permet de kiffer au moment venu. Certes, comme chaque métier, j'espère. En tout cas, tout le monde prend un peu de plaisir. Mais en tout cas, tout ce temps-là qui est caché. Et qui est vraiment énergivore en fait, et c'est intéressant d'arriver à voir aussi le global complet, parce que comme je dis souvent, je fais 20% de mon temps, je fais un peu de photos et de vidéos. Voilà. Le reste c'est et c'est pour ça que finalement aujourd'hui, en tant qu'ingénieur et on va dire artiste créatif, que maintenant je me rends compte de tout ça, parce qu'au final au début on est auto-entrepreneur, c'est pas très compliqué, on a 2-3 trucs à gérer au fur et à mesure, et après il y a un gars il s'appelle l'URSSAF, et là tu fais yo, je te connaissais pas toi. Et en fait ce pote il est relou parce que à chaque fois que t'as gagné un sandwich il fait mais c'est mon sandwich ça. Et genre mais c'est exactement ce qu'il me fallait quoi, tu commences à avoir des trucs. T'es là, je viens de bien gagner ce mois-là. Et là, tu sais, t'as un mail qui sort de nulle part et qui fait, mais c'est toi, mais c'est ce que tu me dois en plus, tu sais, comme s'il l'avait vu. Et en fait, ça devient de plus en plus pesant et ça devient de plus en plus dur pour moi. Et je peux te dire que là, j'ai vraiment failli partir, quasi, je suis même parti limite en burn-out à un moment, là, il y a pas si longtemps que ça, et que ça a été très dur pour moi de continuer, et que je comprends que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui font de la photo, de la vidéo, aient arrêté ce métier-là, hein, et pourquoi tu penses ils ont arrêté Parce qu'il y a tout ça, en fait, tous ces 80% cachés qui sont durs, et moi j'ai typiquement une amie, Julie Bénard, qui en fait avait commencé à faire, qui est très douée d'ailleurs, faire de la photo, de la vidéo, tout ça, qui a sa patte, mais en fait au bout d'un moment elle en a eu marre et c'est ça le plus dur, hein, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte en fait de tout ça, et que en fait derrière tu passes énormément de temps sur un projet alors que tu vas facturer juste ce que les gens voient, et ils disent
ah mais c'est trop cher, je peux le faire. Bah ouais. Où il y a un peu ce truc-là, bah je peux le faire tout seul. Bah ou oui, quoi. oui. Et alors que oui, tu peux faire tout seul des vidéos, certes avec ton téléphone, mais pas la même qualité. Non, bien sûr. Mais est-ce que ça a aussi changé depuis Ce qui a changé, moi, c'est aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ouais, mais c'est aussi que avant, pardon, je te coupe, avant, parce qu'avant, peut-être 10 ans avant, le Insta ou le TikTok, c'était pas assez grand. Donc maintenant, le gens, il veut de short, il veut de vidéo. Donc c'est plus cherché pour être plus vite. Bah aujourd'hui, oui, c'est ça aussi qui est dur, hein, c'est que les besoins ont augmenté, c'est-à-dire qu'avant on faisait une vidéo de 2 minutes 30, tu pouvais être sûr qu'elle était vue, parce que il y avait que Facebook et puis les téléphones, ça faisait pas de vidéo. Que en fait aujourd'hui maintenant on est noyé de contenu, que c'est super dur de se mettre en avant. Ce qui est super dur, c'est que avant on avait le temps de prendre le temps. Aujourd'hui le temps d'audition c'est 2 secondes. Allez, si en 2 secondes t'as pas capté en fait l'attention des personnes, tu passes à la trappe. Et en fait du coup ce qui est plus dur pour nous aussi, c'est de dire on va devoir bosser sur un format de 20 secondes. Le client il dit non, moi j'ai 1 minute 30 et je veux faire le buzz. Et en fait, 1 minute 30, c'est pour moi, ce qui est plus dur à faire, c'est 20 secondes. C'est le principe du pitch, quoi. Ouais. Quand tu pitches en un temps court, c'est beaucoup plus difficile que de le pitcher longtemps. Ah bah oui. Mais bon, l'autre côté, c'est pour être plus efficace. C'est vraiment c'est intéressant, c'est dur, mais voilà, aujourd'hui, enfin, moi, je voyais, au début, c'était 2 minutes 30, après, il fallait passer sous 2 minutes, après, sous 1 minute 30, après, sous 1 minute, quand Insta, ça a pris, et maintenant que tout le monde après, c'est cool, hein, c'est une compétition ouverte, comme je dis, hein, maintenant, tout le monde est capable de faire de la photo, de la vidéo, il y en a plein qui vont me donner des idées, tout ça. Mais par contre, le temps, maintenant, de truc, c'est de passer sous les 15 secondes, quoi. C'est dur, c'est vraiment dur quand t'as filmé pendant une demi-journée plein de trucs, tu sais que t'as plein d'images à dispo et que en fait tu peux pas tout mettre et à la fois c'est un bon exercice de synthèse mais est-ce que tu penses que c'est une bonne évolution ou est-ce que tu penses que c'était mieux avant quand il y a eu qu'est-ce que tu penses? On va dire c'était mieux avant, hein, ça on était mieux avant. Qualité ou aussi en tant que photographe. On est plus ce qui me désespère le plus là-dedans, c'est que on va pas vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire que aujourd'hui quand tu regardes sur TikTok, enfin, je veux dire pour faire du buzz en fait, aujourd'hui il faut faire des trucs stupides plutôt que de faire un truc qui va être vraiment intéressant, c'est-à-dire voici mon secret. En fait, faudrait que je mette du beurre sur ma lentille de caméra en disant ma vidéo, voici mon secret de vidéo. Et après, en fait, non, c'est pas ça. Et en fait, t'as juste retenu l'attention en faisant ce petit hook, un truc comme ça. Et tu as tous ces trucs-là où même des fois, les gens, ce qu'ils adorent, c'est donner des mauvais conseils comme ça. Je sais pas, mettre... j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais de trucs débiles et qui marchent en fait au final. Mais voilà, les trucs vraiment sérieux, tout ça et tout, je trouve que ça a plus sa place et que ça perd sa valeur. Ouais. Voilà, là, typiquement, on est dans idiocratie. Hein, et moi, c'est ce qui me gêne un peu aussi. Et après, justement, là, tu disais par rapport t'as failli craquer, t'étais limite à un burn-out. Donc, qu'est-ce que t'as ressenti, si tu veux bien nous le partager par rapport à ça, et qu'est-ce que t'as mis en place en fait pour poursuivre, t'accrocher à cette activité. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, j'ai découvert, alors ça a double tranchant aussi, l'IA, compagnie, c'est que en fait, là, je me suis dit, waouh, je peux avoir un assistant qui m'aide sur tout, mais vraiment sur tout, hein, c'est-à-dire du marketing. Le paye pas. Finalement, tu commences à le payer. Tu le payes, il n'y a pas de management. Oui, voilà, mais tu le payes pour te manager. Donc voilà, pour te dire, allez, sors-toi les doigts, mon petit. Oui, parle mal. Hein. Et là, continue de mal me parler. En fait, c'est bien, c'est ce que je fais. Ouais, et que en fait, mon côté ingé a toujours essayé de vouloir comprendre comment ça marche. Et je suis content de l'avoir compris après mon diplôme et pas pendant mes études, parce que sinon j'aurais choisi peut-être la facilité. Je veux te dire, avant, quand tu devais rendre une disserte de l'avare de Molière, alors moi qui déteste lire, j'allais voir s'il y avait un DVD. Après, je faisais l'effort d'aller voir s'il était en cassette, si je pouvais le trouver, si je pouvais... la piste audio. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc je me prenais un peu la tête. Après, j'allais sur Internet chercher des résumés. Je prenais 4-5 résumés, je les juxtaposés. Voilà, pour voir un peu un truc et pas juste faire un copier-coller, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les gosses, ils ont dit, fais-moi le
résumé de la mare de Molière en 1000 mots, et puis en fait il y a tout qui sort, et comme je dis toujours, il y en a aucun qui va penser à faire un contre-expert IA, à dire bah tiens maintenant qu'il m'a fait le résumé, je vais me créer un contre-expert qui va démonter mon résumé pour me dire ah bah ça a été fait par IA. Et oui, voilà. Et en fait, c'est ce côté ingénieur à toujours vouloir se remettre en question, quoi. Curieux, etc. C'est vraiment ça. Il y a un truc, je sais pas si je devrais le dire, mais une de mes philosophies, ça a été apprendre pour comprendre, tricher pour réussir, quoi. Oui, mais bien sûr. Parce que c'est la faille. Ouais, voilà, il y a tellement de trucs. Moi, je voyais en prépa, on nous bassinait sur retenir qu'est-ce que des formules, de retenir, on va dire des trucs qui allaient mettre un espace vectoriel de E dans F. Putain, dans le monde réel, j'attends toujours. Hein, quand est-ce que je vais pouvoir mettre mon petit espace vectoriel de E dans F, quoi. Et là, donc, tu t'es dit, là, je peux utiliser cet assistant IA pour m'aider. Exactement. Et qu'en fait, du coup, bah, je me suis pris vraiment de passion à comprendre comment l'intelligence artificielle marche. Et que, typiquement, le premier truc que je peux dire à tout le monde, c'est que une intelligence artificielle, c'est pas intelligent, c'est un traitement de base de données. Et que le plus important aujourd'hui, c'est de réfléchir en termes de base de données, de qu'est-ce qu'on va lui apporter comme données pour pouvoir nous aider. Une fois qu'on lui donne toutes les armes, en fait, là, on a un petit soldat là qui est prêt à nous épauler. Et ça, honnêtement, là, c'est en train de changer vraiment la façon dont je bosse. C'est-à-dire que tous les trucs qui sont un peu rébarbatifs, comme gérer des mails. Mais encore, gérer des mails, les gens, ils veulent avoir une inbox zéro. Mais le problème, c'est que non, faut lui apprendre à qu'est-ce que c'est les mails qui sont importants d'être répondus, et par contre on y répond ensemble. Je veux pas que tu répondes à des mails tout seul, sinon en fait bah oui, il va répondre à des mails tout seul, sauf qu'il va gérer un contrat tout seul, et toi tu seras même pas que lundi 15 tu dois être sur un shooting parce avec tes batteries chargées, quoi. Donc c'est là où tu dois l'accompagner, et puis en fait ça te permet d'élaguer beaucoup de choses, beaucoup de l'accompagner. Parce que nous deux, on a de petits enfants. Bon, ils ne sont pas petits encore. Mais est-ce que tu penses à le collège ou au lycée ou à école primaire? Parce que les IA, c'est là, ça va pas disparu. Est-ce que tu penses c'est bien pour accompagner le jeune? Comment je le dois? Qu'est-ce que tu penses? Eh ben, je me suis beaucoup posé la question, parce que de toute manière, en fait, interdire quelque chose, ce serait comme ça va donner encore plus envie. Hein. De toute manière, on dit va pas à droite. Pourquoi? Je vais envie d'aller à droite. Donc là, on va dire à droite, tiens, il y a ça. Et en fait, je pense qu'il faudrait que aujourd'hui, de toute manière, le système scolaire, enfin, pour avoir fait les études maths sup, maths spé, ingénieur, tout ça, j'ai trouvé ça débile. Vu de l'extérieur, j'ai trouvé ça débile. C'est-à-dire, c'est du rabâchage de cerveau pour te dire vous êtes parmi les meilleurs des meilleurs. Pourquoi? Parce que en fait t'arrives à retenir des formules par cœur. Moi je sais que le plus gros cancre de la classe c'était le plus intelligent, parce que une fois il avait écrit tout un texte par cœur dans sa tête, un an après il te le ressortait au point et à la virgule près, et que en fait derrière socialement lui, il aimait bien dessiner des bits sur ses feuilles, quoi. Et que, en fait, il était complètement comme ça. Donc, socialement, il était pas intelligent, mais pour se faire du par cœur et tout ça, il était très fort, hein. Il était vraiment très fort. Mais qu'aujourd'hui, on juge quelqu'un qui sait retenir une formule de mathématiques par cœur comme quelqu'un de super intelligent, et que quelqu'un qui est très fort dans l'art, on va dire, ouais, c'est l'artiste, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Bien sûr, bien sûr. C'est aussi plus grand au lieu que voilà. Parce que c'est... Et là, ça reprend ce que je disais tout à l'heure avec mon logiciel MATLAB, là. C'est que pour moi, trouver la formule mathématique, parce que j'ai jamais été un surdoué en mathématiques, je suis toujours passé parce que, voilà, j'apprenais suffisamment pour... Tricher, quoi. Ouais, tricher, je me suis pris la tête, je sais que... je vais pas le dire pour les... Mais j'avais des techniques, mais... je levais mon stylo avec l'anti-sèche, quoi, et la prof... Voilà, ça, c'est intelligent. Ouais, mais j'en suis trop fier, ingénieur en conneries, comme je disais, mais que voilà, en fait, pour moi, la finalité, c'était de faire une belle application et que la formule de mathématiques, ce soit quelqu'un d'autre qui aille la trouver. Et c'est ce qui est génial aujourd'hui avec l'IA, c'est que finalement, on n'a plus de barrières. On peut créer, par exemple, aujourd'hui, je peux créer une application, je peux créer, en fait, un site web, et que finalement, toute la partie code qui, pour moi, était un frein avant, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur l'opérationnel et sur le produit fini. Et ça, en fait, c'est génial. Et finalement, tu t'es dit,
en fait, grâce à ça, je vais pouvoir gagner, parce que de la charge, réduire ma charge mentale. Je vais pouvoir, et ça te permet déjà de gagner du temps, de l'énergie, de la bande passante. C'est quoi qui se passe? Oui, voilà, c'est que ça me décharge en fait énormément de choses, que d'un autre côté j'ai l'impression de plus travailler tout seul, mais ça c'est aussi un peu l'effet pervers, c'est que au fur et à mesure on est en train de s'enfermer avec un pote virtuel, et que c'est ça qui a été dur pour moi aussi, parce que finalement tu commences à passer beaucoup d'heures avec un gars qui commence à résoudre un peu tous tes problèmes et tout, et donc faut savoir à un moment prendre du recul et dire waouh, là je deviens con, là je parle avec mon ordi, salut mon pote, tout ça et tout. Tu vois, c'est des trucs moi ça a été un des moments aussi où je me séparais avec ma femme, et en fait je me suis rendu compte que tous les problèmes que j'avais, que j'aurais dû lui communiquer, finalement en fait je l'ai communiqué à mon meilleur pote virtuel, et qu'elle à un moment elle s'est dit non mais il se remet pas en question sur les trucs là et tout, et je fais si en fait je bosse dessus. Oh merde, j'ai oublié de te dire que je bossais dessus, quoi. Alors que pour moi, c'était des journées assez... Après, l'IA a cette capacité à dire que t'as tout le temps raison. Non, mais justement, en fait, ça, c'est comment 90 personnes, comment 90 personnes, des personnes, waouh, sujet verbe COD, vont utiliser l'IA. Et c'est là où, en fait, aujourd'hui, je sais que j'utilise l'IA comme très très peu de gens. C'est parce que personne ne sait que dans le chat GPT, typiquement, il y a des paramètres sur comment tu veux lui répondre. Tu vois, tu lui mets des règles sur... Je suis d'accord. Est-ce que tu veux un mentor? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu vas acquiescer tout ce que je dis? Et en fait, à partir du moment où tu commences à utiliser tes paramètres, à régler ça, à dire qu'est-ce que tu vas garder en mémoire, parce que il y a un truc que je prends assez souvent, c'est que les gens ne savent pas que ChatGPT, Claude, n'importe quelle IA, en fait, a une mémoire. Donc une fois, ils vont chercher la recette du clafoutis parce qu'ils utilisent ChatGPT comme Google, et ils vont dire je veux faire un clafoutis, et puis en fait, ça va mettre en mémoire Nicolas cherche à faire un clafoutis. Et donc, en fait, dans tes objectifs que va te communiquer l'IA, c'est Nicolas et mais aussi il cherche à faire un clafoutis. Non. Et donc, ça, tu vois, faut avoir une certaine rigueur. Et puis maintenant, il y a aussi un nouveau truc, c'est que ça a la possibilité d'agir directement sur ton ordinateur. Donc, finalement, Claude Code, Codex pour ChatGPT, machin, et que en fait tu te crées une base locale, ton second cerveau en local, et en fait ce second cerveau tu l'utilises, donc il t'appartient, il est sur ton ordinateur. Avant, parce que ça c'est vraiment de trucs particuliers sur les IA, comment j'ai posé les questions avec le professeur ou l'école pour accompagner c'est vrai, on était là-dessus. Faut bosser parce avec. Que quand tu parlais, on a parlé avant aussi sur les IA, ça c'est vraiment grand. Donc dès que tu sais pas comment tu dois les utiliser, c'est quoi ton vision en accompagner le jeune, mais aussi peut-être des entrepreneurs. En fait, faut leur apprendre à bosser avec, tout simplement. C'est que, je reviens à ta question, pardon, je suis... Non, mais c'est pas c'est notre job. C'est pas de problème. Mais c'est que, typiquement, au lieu de leur interdire, faut leur apprendre à bosser avec. Faut justement leur apprendre à régler les paramètres. Faut justement apprendre à qu'est-ce que c'est une mémoire. Faut justement leur apprendre à comment utiliser ça pour en faire un outil. Parce qu'en fait, au-delà de ça, ils vont pouvoir... Plutôt que de leur dire faites-moi un poème, faites-moi le meilleur poème ever, et utiliser l'IA pour me créer quelque chose qui n'a jamais été fait. Et là, on va arriver sur des trucs intéressants. Et maintenant, moi, j'étais très bleue avec la AI, donc j'ai appris un peu. Mais si je mets dans le ChatGPT, aide-moi pour créer le meilleur prompt. Le IA, ça t'aide, ou c'est mieux de parler ou de travailler avec toi, par exemple, pour créer une AI qui marche bien. Faut jamais, te correspond. Faut jamais oublier que l'IA c'est une interface en fait entre l'ordinateur et toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu parles à ton ordinateur en humain et lui il traduit ça en ordinateur. Quelque chose qui est super intéressant, c'est que tout le monde a utilisé ChatGPT, tout ça en mode d'un coup, mais personne n'a posé la question à ChatGPT avant de commencer. Quelle est la meilleure façon de te parler? Tu poses ça, lui il va dire en fait moi il me faut du contexte, ensuite il me faut ta problématique, ensuite il me faut comment tu veux que je te réponde, qu'est-ce que tu veux que je sois, est-ce que tu veux que je sois un expert comptable, est-ce que tu veux que je sois un directeur artistique, est-ce que tu veux que je sois ton banquier, enfin n'importe quoi, et qu'est-ce que tu attends en fait en paramètres de sortie, parce qu'en fait s'il a pas ces 4 trucs là, derrière il va te répondre comme n'importe quoi. Et comment le jeune
ou les gens qui commencent avec ChatGPT, comment eux, ils savent les 4 questions. Bon, après écouter ce podcast, C'est qu'est-ce que pour tu ça penses? que du coup aujourd'hui il faut les accompagner là-dedans. Ouais. Voilà, faut que et c'est pour ça qu'aussi aujourd'hui finalement ce côté, je pense qu'on peut même terminer là-dessus. C'est se dire que aujourd'hui c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je me rends compte que dans la vallée ici il y a énormément en fait de gens que ça pourrait aider et que là du coup en fait je suis en train de transformer mon côté simple photographe vidéaste. À monter une agence en fait qui va faire de l'accompagnement pour les entreprises d'ici. Donc là je suis en train de travailler avec un développeur et en fait on va travailler sur cet accompagnement en fait digital, c'est-à-dire créer du site web, moi de mon côté créer le contenu pour alimenter le site web et puis de l'autre côté aussi faire de la formation pour leur apprendre ne serait-ce que le digital, la transition digitale. Numérique et puis derrière les accompagner sur tout ce qui est intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que tu penses l'entreprise ici, ils sont prêts dans le Valais? Il faut. Mais est-ce que tu penses qu'ils sont prêts parce que ça c'est un nouveau challenge? Certains font peur, mais tout le monde voit que de toute manière, il n'y a pas le choix entre une société qui passe par l'IA et une société qui passe pas par l'IA. Tout le monde a besoin d'IA, au fait, aujourd'hui. Et là, je te prends juste un exemple, je vais lâcher une bombe encore. C'est pas grave, faut l'utiliser. Mais typiquement, avec l'ESF, former le responsable du jardin d'enfants de l'ESF à l'utilisation de l'IA. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Parce que c'est quand même un métier très terrain, on va dire. Bien sûr. Il n'y a pas spécialement beaucoup de réflexion à avoir. Sauf qu'en fait, on a creusé et je lui ai dit, c'est quoi tes problématiques? Ok, qu'est-ce qu'il faut? Occuper les enfants. Ok, occuper les enfants. Aujourd'hui, ils ont un truc comme garderie, en plus de moniteur de ski. Qu'est-ce que derrière, sors-moi des idées qui pourraient être une liste de 10 idées. Et en fait, derrière, en creusant, en posant des questions sur comment aider les enfants, on s'est rendu compte d'un truc. Que typiquement quand t'es grand et que tu dois aller faire du freeride, il faudrait que tu passes par un avalanche park pour apprendre à utiliser Pelson, Arva. Les enfants, qu'est-ce qu'ils aiment? Les chasses au trésor. Hey. Et en fait, pourquoi est-ce que on ne transformerait pas un après-midi en recherche de victimes d'avalanche? C'est-à-dire on va cacher des Arva partout dans le jardin d'enfants. Et en fait, les enfants, ils vont chercher le portefeuille de Piu Piu. Ok, on va aller trouver le portefeuille de Piu Piu. Et tout l'après-midi, ils apprennent à utiliser ne serait-ce qu'un Arva et une sonde pour retrouver ça. Eux, ça leur reste en tête. Et quand ils sortent en fait du jardin d'enfants, ils sont meilleurs que 90% des adultes qui ne savent pas utiliser Pelson d'Arva. Et après, ils ont une grande souris. Et parce qu'ils ont trouvé le portefeuille de Piu Piu. Voilà. Donc voilà, c'est en fait typiquement le cas qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'apprendre à utiliser ça parce que c'est pas quelque chose qui va entre guillemets nous remplacer. C'est comme je dis toujours, ça fait 80% du boulot et ça fait 80% du sale boulot. Par contre, les 20%, en fait, ils sont ultra intéressants et ça nécessite vraiment une réflexion humaine pour pour donner les bons paramètres. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants et ce que j'essaie d'appliquer, c'est pour donner les bonnes informations. En fait, déjà, il faut arriver à structurer ta pensée. Il faut arriver à justement cerner justement les objectifs et puis aussi être curieux et avoir ta capacité de critique qui est de dire ah ok, en fait ce qu'il m'a donné là c'est pas bon. Ok, c'est pas ce qu'il faut. Donc et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Le fait, c'est pas le côté faire des études qui va te permettre de développer ton esprit critique, mais c'est comme on disait tout à l'heure par rapport aux vidéos TikTok, etc. C'est d'arriver justement à avoir du recul. Et ça, l'humain, c'est notre capacité humaine à réfléchir, prendre du recul et à interagir avec des vrais humains qui vont nous permettre aussi de faire un pas de côté pour dire ok, la formation aide à ça parce qu'il y a ce côté effet miroir de celui qui va parler que à son IA et il va croire que c'est le plus fort de toute la terre. Qui est en tempête émotionnelle, quoi. Exactement. Et le fait de voir et d'interagir en groupe fait que tu fais ce pas de côté pour pouvoir justement affiner ta réflexion, quoi. Complet. Et puis ça permet, tu vois, typiquement si je reprends le sujet du Piu Piu, la recherche des DVA, le responsable du jardin d'enfants,
en fait, il aurait pas pu être capable de rédiger un dossier. Il a beau avoir la meilleure idée du monde, si tu lui dis rédige-moi un dossier sans faute d'orthographe, qui chiffre tout et machin, qui va te dire il me faut 10 arvas qui vont coûter tous 200 €, il va me falloir ça, en fait tu laisses tomber. Sauf que là, une fois que tu as eu ta bonne idée, que tu as conduit jusqu'à trouver ta bonne idée, une fois que tu as fait ça, tu fais rédige-moi un dossier, mais en fait en 2 heures on avait envoyé un dossier qui était prêt à passer en fait en commission. Bien sûr. Ça c'est génial parce que encore une fois, on a la possibilité de s'affranchir de certaines barrières, de choses qui étaient des barrières à l'époque, qui maintenant en fait nous permettent de pousser des projets en fait à fond. Voilà. Et encore une fois, pour revenir sur l'entrepreneuriat, ça permet aux gens de mettre leurs compétences, leurs talents au profit de ce qu'ils savent faire. Complet. Et en laissant de côté peut-être les petites tâches que t'as pas forcément envie de faire et qui te chargent. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui 80% de mon boulot c'est de faire de l'administratif et 20% du créatif. Moi ce que j'attends avec l'IA et qu'aujourd'hui je suis en train de développer, c'est que à terme je fasse 80% de créatif et 20% d'admin. Voilà. Moi, je suis curieuse. J'ai lu, j'ai fait une étude maintenant. Il y a le Flint effect. Ça, c'est un effet de intelligence. Donc, les dernières 50 ans, l'intelligence de l'humain a augmenté grâce à toutes les évaluations qui étaient dans le monde. Et maintenant, je sais pas s'il y a déjà des recherches avec tout l'AI, le Google Maps, tout ce qu'il y a. Est-ce que l'intelligence, ça va tomber ou pas? C'est pas très bon, vraiment. C'est pour ça qu'il faut... Ouais. Et pour ça que c'est important de savoir comment d'utiliser et être accompagné. C'est ça. Je pense ça, Parce qu'après, il y a deux choses. C'est qu'on va dire, l'IA, ça va nous rendre débiles, mais aussi, bien sûr, c'est-à-dire que si on lui confie trop sans relire, et que les enfants, on les forme pas à savoir utiliser ça aussi intelligemment, mais aussi à avoir cette capacité de réflexion par soi-même, parce que là, ça devient un peu dur, je trouve. Par contre, en fait, au-delà de ça, je pense qu'avec l'IA, on va être capable de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas pu résoudre tout de suite. C'est-à-dire, comme je disais avant, c'est pas une intelligence, c'est un traitement de base de données qu'aujourd'hui on fait, par exemple, ne serait-ce qu'en médecine, on fait correspondre, corréler des informations du monde entier. Voilà, on va pouvoir vite trouver des solutions qui avant nous auraient demandé des années. Enfin, tu vois, bien sûr, aujourd'hui, ça consomme énormément de ressources, on va dire, ça pollue, l'IA et compagnie. Mais d'un autre côté, on va être capable aussi de trouver plus simplement des solutions, en fait, sur du réchauffement climatique, des choses comme ça. Autant faut-il que ça soit bien utilisé. Là, typiquement, je vois des amis, une fois que sur Facebook Messenger, il y avait possibilité de faire des montages photos. Tout le monde utilise l'IA pour faire des montages photos cons. Et tu dis, t'as un super outil et toi, t'es en train de... Enfin, voilà. Bien sûr. On a un super outil. Maintenant, faut vraiment que cet outil soit utilisé à bon escient pour que ça serve en fait à quelque chose. Mais on t'attoie, donc on va être au top, quoi. Ouais, on joue. Et j'ai encore une question après la carte. Pour les gens, peut-être tu connais le film Her. Je l'ai pas vu. Non, je connais Idiocratie et Don't Look Up. Voilà, mais là on est dans le film Her. Faudrait que je le voie, mais c'est un peu ça. Don't Look Up, je l'ai vu, mais Bon, c'est un film qui parle ça, on a revu le film. Le film, il a déjà 12 ans. Mais ça, c'est que sur une gare, qui parle avec une AI, qui est personnelle. Et donc c'est une film. Il faudrait que je le revoie, parce que je l'ai vu, mais il y a longtemps. Donc c'est bien pour le revoir. On a le revu et on a parlé, mais c'est un peu maintenant. Et donc ça fait 12 ans quand le film il est sorti. Et maintenant, moi, je parle aussi avec le IA pour apprendre la psychologie ou le français. Bien sûr. Donc, je suis curieuse. Donc, les gens qui voudraient voir le film, c'est... C'était aussi Harry, un ami qui vous veut du bien. Moi, c'était ChatGPT, un ami qui vous veut du bien, qui s'introduit dans ta relation. Et puis, en fait, au final, il devient omniprésent. Et puis, jusqu'à faire un peu de dérailler. C'est un peu schizo, quoi. À la fin, tu deviens wow. Mais tu prends du recul et tu le prends... c'est vrai que tu tombes vite, ça devient vite quelque chose où
t'as ton meilleur pote qui te résout tout, et au final, comme je disais, dans la relation, tu finis par en oublier l'humain, et parce que t'as ton super pote avec des super pouvoirs, et il y a un moment, On peut aussi dire, grâce ou à cause de AI, on oublie d'être humain, d'être dans le train maintenant, tout le monde est comme ça. Ouais, ça c'est les réseaux sociaux, hein. De toute manière, les réseaux sociaux, ça a été formaté par des meilleurs psychologues pour te faire rendre addict, hein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un réseau social, c'est une addiction. Enfin, oui, c'est vrai. C'est ça, hein. Et puis l'algorithme TikTok, il est bâti pour que quand tu ouvres ton truc, tu tombes sur une vidéo qui va te donner de la dopamine et qu'ensuite derrière 2 secondes, hein, c'est ça. Ouais, et puis ensuite derrière tu vas reprendre un shot de dopamine, mais comme t'en as déjà pris un et que tu veux ta dose encore plus, et ben au final tu continues comme ça jusqu'à trouver une dose encore plus forte. C'est bizarre. Et là tu dis allez encore, et en fait les 2 secondes se sont transformées en 20 minutes. Et que derrière il te faut ta dose en fait, tu vois. Donc mais ça a été bâti par des neurologues, des psychologues. Aider, accompagner les gens après. Ouais, mais faut se faire des enfin, tu vois, moi je trouve ça aussi cool, hein, c'est qu'aujourd'hui tu peux te bâtir des agents comme un psychologue, quelqu'un qui va analyser tes rêves, quelqu'un qui va pouvoir t'aider dans, par exemple, ne serait-ce que, une addiction de réseaux sociaux, des trucs comme ça, parce que tu vas lui donner ce rôle, en fait, d'accompagner, mais qui va être en plus disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui en plus, derrière, t'as moins peur de lui parler, on va dire, que des fois un être humain, un psy ou quelqu'un. Parce que tu t'as pas l'impression de te faire juger. Non, de te faire juger. Ouais. Par contre, il faut arrêter parce que sinon il y aura plus de bande vidéo. Ah ouais. Donc on fera un épisode 2. Bon, ça c'est la petite dernière. Donc maintenant pour les gens, c'est pour le photo, mais aussi pour être formé et comment accompagner les gens avec les IA. Donc c'est ça. Donc au nouveau Nico Sefcerov. Voilà. Nouvelle casquette, t'as ta casquette. C'est ça. Et là, ce sera une nouvelle, mais ça me plaît, ça me passionne et c'est trop bien. Puis j'adore la formation. Voilà. C'est bien. C'est super. Donc là, on finit le podcast toujours avec une carte. Donc ce sont des cartes qui représentent le panel des émotions qui peuvent vivre en nous. Donc je vais te demander de choisir une carte au choix. Ok. Je suis en tempête émotionnelle là, en ce moment. Écoute, on va voir laquelle tu as envie de nous partager. Décision. Oh là, tu vois. T'as pas envie. Quoi? Non, décision, mais si, c'est exactement ça où je suis en ce moment, en fait, au final, hein. C'est que j'adore mon métier de photographe vidéaste. J'adore aussi, comme je viens de le dire, le côté formation, et que j'adore cet endroit ici, comme on disait tout à l'heure, hein, j'adore la montagne, j'adore la ville. Voilà. Mais là, c'est vraiment le moment où je sors justement d'une grosse histoire, un peu de burn-out, machin, en me disant qu'est-ce que je veux vraiment faire en ce moment. Cette année, je l'ai passé beaucoup sur de la réflexion et je suis en train de sortir de mon indécision parce qu'il y a tout qui est en train de se... Un petit peu comme quand t'es arrivé ici. Voilà, là c'est... Tout se met en place, c'est ça, hein, c'est qu'il y a mon côté ingénieur et créatif qui finissent par se rejoindre en fait sur de la formation. Sur de la formation et de l'art et que finalement le entre les deux l'IA va faire que tout va se rejoindre et que ça va donner une version Nicolas 2.0 avec 3.0 maintenant. 3.0 voilà, oui, il y a eu 1.0 ingénieur, 2.0 artiste et 3.0 ingénieur artiste. Et donc on va faire un deuxième épisode dans un an avec toi. Exactement. Où est-ce que j'en suis? Où es-tu et où est la AI? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Trop cool.